voulu créer un skateboard et on est parti sur un paquebot. Donc on est super content d'être avec vous aujourd'hui. Et donc peut-être que vous le comprenez dans le titre, c'est peut-être quelque chose qui vous est déjà arrivé. Vous commencez avec un petit projet et vous arrivez à faire quelque chose d'un peu plus costaud. Donc nous, on est dans le monde du développement Android. Peut-être qu'il y a certaines notions qui ne seront pas comprises par tout le monde, mais ça reste assez généraliste tout de même. Mais pour commencer, Antoine, qu'est-ce que c'est qu'un skateboard? Eh ben, je suis très content que tu poses la question, Baptiste. On a ramené ça ici. Donc un skateboard, c'est ça, c'est une planche de bois, comme tu vois. Donc il y a plusieurs couches. On a deux trucks, des roulements, on a des roues. C'est quelque chose qui est assez simple, qui, je pense, peut être fait par un peu n'importe qui dans son garage en achetant les bonnes pièces et les bons matériaux. Alors le skateboard, ça a été inventé dans les années 50 par des surfeurs qui s'ennuyaient par temps calme et qui se sont dit ce serait cool de pouvoir répliquer un peu les sensations de leur sport nautique préféré, mais sur la route. Donc pour faire ça, ils ont pris des roues de patins à roulettes qui étaient un peu à la mode à cette époque-là, et ils se sont dit on va les attacher à des planches de bois et ça va faire un peu comme des surfs, mais sur la route. Donc le résultat, comme on le voit sur la photo, c'était un peu médiocre, il y a dû avoir pas mal de petits accidents, mais la machine était lancée. Et les premiers skateboards sont commercialisés quelques années plus tard par Roller Derby. Dans les années 60, pendant une sécheresse en Californie, il y a des skateurs qui ont une super idée, c'est de se dire, voilà, on a des piscines que l'État interdit de remplir, des piscines un peu arrondies, je suis sûr que vous voyez de quoi je parle. Et en fait, 15 ans plus tard, on se met à construire ce genre d'équipement et on appelle ça des skateparks. Symbole de la pop culture pendant plusieurs années, le skateboard se démocratise dans les années 90. Attends, Antoine, t'es vraiment en train de nous refaire tout l'historique des skateboards? Oui, c'est ce qu'on avait dit, non? Alors, c'est vraiment, comme je disais, c'est plus une analogie par rapport au mini-app versus super-app. Peut-être qu'on peut skipper un petit peu cette partie et aller vraiment au sujet. Okay. J'ai préparé des slides avec des infos intéressantes, mais s'il veut passer, on passe. Donc si on rentre dans le vif du sujet, on va se présenter. Ouais. Moi, je suis Antoine Robillet, je suis senior Android développeur chez Decathlon sur la Shopping App. Alors la Shopping App, vous connaissez peut-être, ou pas, et c'est pas grave, parce que je suis sûr que vous comprenez un peu le principe. Vous pouvez acheter, vous pouvez parcourir le catalogue, et bien sûr acheter vos équipements de sport préférés sur votre smartphone, où que vous soyez. Alors je ne suis pas là pour vous faire la pub de l'application, je veux juste vous montrer à quel point le projet est gros, à quel point l'envergure est importante. L'application elle est déployée dans 34 pays, enfin 34 pays hier, 35 aujourd'hui. Ça signifie qu'on doit gérer bien sûr des langues différentes, des catalogues qui vont être différents aussi. On va devoir gérer des méthodes de paiement qui sont propres à chaque pays. Et avec tout ça, on est quand même noté 4,5 sur le Play Store. On a plus de 10 millions de téléchargements. Et côté développement, on travaille en plusieurs équipes sur une code base qui fait plus de 300 000 lignes de code. Donc vous l'aurez compris, c'est une grosse application. Et de mon côté, je m'appelle Baptiste Carlier, je suis tech lead sur l'application CubeInStore. Donc celle-là, vous n'allez pas la connaître normalement, c'est l'application des collaborateurs en magasin chez Decathlon. Ça fait 3 ans que je travaille chez Decathlon et donc c'est une application vraiment en interne. Le principe de l'application, c'est qu'elle est distribuée dans tous les pays où Decathlon opère. Donc dans plus de 70 pays. Bon, c'est pas un concours, Antoine, mais c'est quand même un peu plus que vous. Et le but de l'application, c'est d'offrir une vraie boîte à outils pour le collaborateur en magasin. Il va pouvoir gérer les prix des produits, les stocks, faire des recherches, des scans, parcourir le catalogue web ou le catalogue du magasin, parce que des fois ils sont un peu différents. Il peut aussi prendre soin du client, créer des comptes clients, passer des commandes et aussi gérer les commandes dans le magasin. Donc comme je dis, c'est une vraie boîte à outils. Et pour que tout ça fonctionne, on est réparti en plusieurs feature teams, en plusieurs équipes. On peut dire qu'on est 6 ou 7 feature teams, ça bouge un peu. Et aussi des équipes contributrices, donc qui ne font pas partie du corps du projet, mais qui contribuent dessus. Alors avec tout ça, Baptiste, en sachant tout ça, est-ce qu'on peut considérer que tous les deux, on travaille sur des super apps? Je pense
qu'on peut un peu dire qu'on travaille sur des super apps, mais pour définir ce que c'est qu'une super app, le mieux c'est peut-être de s'appuyer sur certains éléments clés, vous allez en reconnaître, et qui vont nous permettre de voir, en les parcourant, savoir si on fabrique ou pas une super app, si on travaille sur une super app. Mais on va reprendre cette analogie du skateboard, et tu vas voir où est-ce que ça va nous amener. Donc le skateboard, c'est un outil assez simple, comme ça pourrait être pour une application assez simple. Je suis désolé, je te coupe, Baptiste. C'est supposé être moi là tout sur le côté. Sur la photo ? Ouais. Oui, bah, c'était au début du projet. Entre-temps, okay. T'as bien changé. Donc le skateboard, c'est notre application. On est deux développeurs sur le projet et évidemment, on a un product manager, on va l'appeler Charlotte, qui travaille sur le projet pour savoir ce qu'on va ajouter comme fonctionnalité au projet. Elle fait pas grand-chose, notre application, 2 ou 3 fonctionnalités, mais c'est efficace, ça marche bien. L'architecture est basique, on a une CI qui est simple, efficace. Bref, c'est facile à développer, facile à déployer. Presque la vie est belle, hein, le projet de rêve, on pourrait dire. On n'a pas besoin de grand-chose dans notre projet. Et c'est à ce moment-là que notre product manager va vouloir faire un peu plus de choses. Elle va vouloir pousser plus de fonctionnalités, pouvoir avoir plus d'impact sur le marché. Vraiment, c'est ce qu'ils font souvent. Donner plus de valeur à l'utilisateur. Ils aiment bien ça, ils sont concentrés sur l'utilisateur, alors que nous, peut-être un peu trop parfois concentrés sur la tech. Donc, je pense que notre magnifique petit skateboard va avoir besoin d'une petite mise à jour, une petite upgrade. On va peut-être devoir repenser un petit peu les process et peut-être même l'architecture, enfin l'organisation, je veux dire, du projet, de notre équipe. Donc Antoine, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit juste engager des nouvelles personnes? Est-ce que c'est ça la seule solution? Bah, fatalement, oui. Parce que si on veut plus de fonctionnalités, soit on travaille 75 heures par semaine, soit on ajoute des nouvelles personnes à l'équipe. Mais quand l'équipe atteint une certaine taille, à un moment donné, il faut aussi ajouter de la structure. Il va falloir créer des équipes qui vont être plus petites. Alors comment on peut faire ça? Bah, il y a la manière extrêmement basique de dire on met les gens qui s'entendent bien ensemble et puis ils vont bien travailler. Ça, c'est à pas trop faire. On a une stratégie qui peut dire on va mettre ensemble les personnes qui travaillent sur la même technologie. Donc on va créer une équipe de développeurs Android, une équipe de développeurs iOS, une équipe avec des gens qui font du back-end, etc., etc. Mais il y a une autre possibilité qui est très intéressante aussi. Ça va être de créer des équipes autour de fonctionnalités, ou des feature teams. Donc pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, une feature team, c'est une équipe qui est autonome et pluridisciplinaire et qui est responsable de une ou plusieurs fonctionnalités du projet. Donc dans l'idéal, on va avoir plusieurs équipes, chacune avec 1 ou 2 développeurs Android, 1 ou 2 développeurs iOS, des développeurs back-end, mais aussi des designers, des ingénieurs qualité. On peut avoir aussi, surtout d'ailleurs, même un product manager, comme on le disait tout à l'heure. Et un expert de la production aussi. Un expert de la production, pourquoi pas. Mais en fait, voilà, c'est vraiment l'aspect pluridisciplinaire qui est important au niveau de la feature team et de centrer son travail sur la fonctionnalité. Et donc du coup, le product manager, c'est celui qui va avoir la responsabilité de la roadmap de la fonctionnalité. Alors cette organisation, elle est bien sûr à adapter en fonction de la taille de votre projet. C'est peut-être pas la peine de mettre en place des équipes aussi pluridisciplinaires sur des plus petits projets. Mais cette approche, elle a quand même plusieurs gros avantages. Pour moi, le premier, c'est l'autonomie. Autonomie des personnes, mais autonomie du code aussi. Parce qu'avec ce modèle-là, en fait, vos équipes, elles deviennent indépendantes. Par exemple, une équipe qui gère le panier d'achat, elle peut sortir une nouvelle méthode de paiement sans attendre l'équipe qui gère le catalogue. Et ça va apporter un second avantage, c'est la spécialisation. Parce que quand une équipe, par exemple, ne se concentre que sur la gestion des comptes utilisateurs, elle devient experte en la matière. Et ça va renforcer la qualité et ça va favoriser aussi l'innovation. Ça y est, en fait, on était 2 gars qui bossions, tous les 2 dans un garage. Et en fait, on se retrouve avec plusieurs équipes, à 12, à travailler sur quelque chose qui est un peu plus gros, comme une voiture, par exemple.
tu sais que ça va amener des problèmes. Plus de monde, moi j'ai envie de dire, ok, on est répartis en feature team, mais plus de monde, plus de développeurs sur un projet, ça veut aussi dire qu'on risque d'avoir un code qui va être non homogène. Ça, on le sait. Moi, ça me fait un peu peur et on risque d'avoir un peu moins de consistance au niveau du code. Ça va dépendre de qui écrit le code. Donc ça va être vite le bazar, je pense, Antoine. Deuxième problème aussi, c'est ok, on va être siloté, on va être un peu chacun sur notre périmètre, mais on reste dans un seul module. Donc le risque, c'est que on commence à rajouter du code dans un gros monolithe, et évidemment, on va se retrouver avec un énorme repository, ce qu'on appelle le fameux plat de spaghettis. Sachant qu'en plus, tu parles du panier, mais pour que le panier fonctionne, il faut lui fournir des produits. Donc, il va y avoir des petites adhérences entre les feature teams. Ouais, c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple. À qui appartient le code? Cette question-là, elle est pas aussi simple. Et c'est même justement sur ces petits points d'accroche où ça peut être dangereux. Et la dernière question, à laquelle il faudrait répondre, c'est quand est-ce qu'on livre? Parce que quand on était tout seul, une seule équipe de développeurs, on savait quand est-ce qu'on allait livrer. Là maintenant, on va devoir trouver une solution, trouver un process pour se dire comment on décide de livrer notre application et de la fournir une nouvelle valeur à notre utilisateur. On va devoir s'aligner ensemble pour justement sur peut-être un planning et pour éviter que ce soit le chaos. Toi, tu veux livrer, moi je veux livrer. Ok, moi on livre tous les 2 jours. C'est ça? On fait ça? On livre tous les 2 jours, Antoine. Ouais. Ça peut être une solution. En tout cas, il va falloir qu'on s'aligne sur ce problème. Donc 3 problèmes. On va commencer évidemment par le dernier qui, pour moi, me paraît le plus simple. C'est plus au niveau process. J'allais dire, c'est pas ma logique de commencer par le dernier systématiquement, mais vas-y. Moi, je commence comme ça. Et on va mettre en place pour ça ce qu'on appelle un release train. Un quoi? Un release train. Un train de livraison pour tu nous as encore inventé là, Baptiste? pour les Français. Explique-nous ce que c'est. Mais alors, j'ai rien inventé. Le release train, ça vient du manifeste agile safe. Et ça va être c'est un outil qui va nous permettre, entre feature team, de nous assurer qu'on livre de façon régulière, à une certaine fréquence. Et pour ça, pour prioriser, on va s'appuyer sur notre fameux product manager ou nos fameux product managers qui vont chacun avoir leur priorité dans chaque feature team. Et aussi de nos fameuses migrations techniques qu'on a évidemment tout le temps à faire, évidemment améliorer, changer une version d'une librairie ou il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie, ça devient une nouvelle guideline, donc il faut aussi prévoir ses priorités techniques. Donc l'idée principale, c'est de s'aligner sur une roadmap, une fenêtre de livraison, et de se dire, on va livrer tous ensemble l'application à une certaine fréquence. Ça peut être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, mais avec cette espèce de cycle de livraison. C'est malin. Ça ne veut pas dire que les plans ne vont pas changer, mais en tout cas, de base, on s'est aligné sur un calendrier. Et pour ça, on va s'appuyer sur plusieurs outils. Le premier, ça va être notre CI/CD, Continuous Integration. Continuous Delivery. Exactement. À chaque fois qu'on va builder une nouvelle fonctionnalité ou un fixe, on va push et notre outil d'intégration continue va faire tout ce qu'il faut, le build, lancer les tests, vérifier le coverage, le code smell, s'assurer, générer la documentation s'il y a de la documentation à générer. On peut aussi essayer de créer les tags, créer les branches, lancer les releases, automatiser le plus de choses possible parce que il faut éviter, maintenant qu'on est plusieurs feature teams, il faut éviter le plus d'actions manuelles et que tout soit automatisé, ou en tout cas le plus possible. Et évidemment, il y a certaines actions par sécurité. La dernière activation en prod, peut-être, ça peut être une action manuelle. Mais comme ça évite aussi que chaque nouvel intervenant sur le projet ait à apprendre énormément de choses. Non, tout est déjà automatisé. Il n'y a plus rien à faire, hormis le fait de savoir ce qui est déjà en place. C'est comme ça qu'on va s'assurer c'est comme ça qu'on va avoir confiance en comment on livre, en ce qu'on livre, mais aussi en comment on va le livrer.
Donc moi, je peux plus sur mon laptop dire attendez, je vais livrer en production, je compile sur mon laptop et je push ça tranquillement. Mais non, c'est terminé. C'est Tout fini. ça, ça va être dans la CI. Dommage. Et vous pouvez vous équiper de votre outil préféré. Nous, il y a GitHub, il y a GitLab. Pour le mobile, on a aussi Bitrise qui fonctionne très bien. L'idée, c'est vraiment d'utiliser un outil pour toutes les feature teams. Le deuxième point qui est vraiment important quand on est à plusieurs, ça va être la communication et la synchronisation. Parce que je vois beaucoup de monde aujourd'hui, on est développeurs, ingénieurs, il y a peut-être des gens du produit ou de la qualité aussi dans l'assemblée, mais avant tout, je vois des hommes et des femmes, des humains, Antoine, ici. Et je pense qu'il est important de se rencontrer, de se communiquer les uns avec les autres. Donc on va prendre 10 secondes, et serrez-vous la main, faites un check, introduisez-vous aux personnes qui sont à côté pour chanter. Baptiste, Salut. chanter. Allez-y, on va prendre un peu de temps. Voilà, j'aime bien ça, tu vois. C'est ça c'est beau ça. En fait, ce qui est important quand on est à plusieurs, c'est vraiment de communiquer sur ce qu'on fait, sur où on va et sur comment on y va. Parce que, évidemment, on va être à plusieurs feature teams, on va être un peu silotés, mais on travaille sur le même projet et on va avoir, comme on l'a dit, des dépendances les uns avec les autres. Donc c'est important d'être transparent et d'avoir une communication régulière, soit entre les personnes, les PM qui gravitent autour du produit, même nous, entre tech aussi, d'avoir des points de synchro pour se dire on a eu un blocage là-dessus, on l'a résolu comme ça, on a créé quelque chose, on peut le partager aux autres. Et surtout, ça va permettre de fluidifier aussi quand il va y avoir des problèmes ou d'anticiper les problèmes. Donc évidemment, ça va prendre un peu de temps de bande passante, mais pour moi, c'est l'élément capital parce que la tech, on sait la faire. Par contre, communiquer ensemble, c'est là où on peut s'améliorer. Mais évidemment, ouais, il peut y avoir des petits soucis. Si par exemple on n'a pas fini notre feature, comment on fait? Si on n'a pas fini notre feature, tu veux dire au moment où on doit livrer, où le train part? Ouais, c'est ça, le train part mais la feature n'est pas terminée. Qu'est-ce qui se passe? On va mettre en place ce que j'ai appelé le triple F, Antoine. Le feature flipping first. C'est simple. 3 étapes. Ça a l'air. La première, c'est on va mettre en place des flags de feature flipping. C'est-à-dire, avant d'écrire la première ligne de code de notre nouvelle fonctionnalité, on va mettre en place soit un if ou soit un petit bout de code qui va nous permettre de switcher de notre ancienne feature à une nouvelle feature assez facilement. Et tu vas voir, ça va nous sauver la vie. C'est un peu notre filet de sécurité avant de livrer. Deuxième étape, on va écrire notre fameuse nouvelle feature. Il faut quand même la faire à un moment donné, cette feature. Oui, on sait faire, c'est facile. Et peu importe si on livre à temps ou pas, dans tous les cas, on aura déjà seté notre flag de feature flipping. Donc, si la feature part en prod alors qu'on n'a pas terminé, c'est pas grave. Elle ne sera pas activée. Elle ne sera pas activée, aucun souci. Et la troisième étape, ça va être d'activer notre feature flipping une fois qu'on aura terminé notre code, notre feature. Une fois que c'est en production, hop, on l'active quand on veut pour les utilisateurs et il n'y a aucun souci. On prévient notre production expert qu'on va l'activer. Donc il sait, si jamais il y a un souci dans les heures ou dans les jours à venir, qu'on a mis en place une nouvelle feature. Il le savait, mais maintenant il sait aussi qu'on l'a activé. Donc pour ça, il y a plein d'outils. Chez Decathlon, on utilise Parameter, mais on peut utiliser aussi dans le mobile Firebase Remote Config, ou parfois un simple fichier de JSON, ça peut très bien faire l'affaire. Donc dans tous les cas, on a notre filet de sécurité. Il n'y a pas de « attention les gars, il faut qu'on fasse un hotfix en 5 minutes parce que la prod est complètement KO ». Non, c'est bon. On désactive et terminé. En 5 minutes, justement, on désactive le flag et tout est OK. Donc, si on fait face à des problématiques et un petit délai dans notre façon de livrer, on reste calme, on a les outils qui sont en place, on communique, on a déjà notre feature flipping, on a notre CI qui est prête, donc on peut s'assurer qu'on livre quelque chose de qualité et on l'a déjà trié par priorité.
Donc on aura fait notre P1 en premier. Si jamais elle doit shifter et passer sur le deuxième train, ok, ça passera dans 2 semaines. Tant qu'on est aligné entre équipe et avec les product managers, tant que tout le monde joue le jeu, eh ben on va livrer de la qualité régulièrement et surtout avec confiance. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Est-ce que c'est bien Ça le semble pas mal. release train? Moi j'achète. Tu t'achètes. Ouais. Bon, on va commencer à tacler aussi les autres problèmes, les problèmes un peu plus techniques. Ce que j'allais dire là, tu résous certains problèmes, mais pas tous en fait finalement. Oui, pas non plus encore toutes les solutions. Comment on va pouvoir faire pour régler le souci de Codebase? À qui appartient quoi dans le code, Antoine? Et ben en fait, il va falloir qu'on parte sur autre chose parce que finalement le train c'était top jusque maintenant. Ouais. Mais malheureusement, ce train ne pourra pas nous emmener là où on veut aller ensuite, Baptiste. On a parlé d'organiser les gens, de faire des équipes. On a parlé d'organiser un peu les outils pour automatiser. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi qu'on ait une architecture technique qui supporte correctement la mise à l'échelle. Le défi, en fait, c'est plus le même, c'est qu'on pensait qu'on était en train de faire un train, mais on se rend compte qu'on est en train de faire quelque chose qui requiert plus de précision et plus de qualité, comme un avion. Donc pour faire évoluer notre app techniquement, de façon simple et de façon fonctionnelle, on va mettre en place 4 grands piliers qu'on va essayer de suivre, qu'on a appelés les 4 T. Alors ces piliers sont la qualité, délivrer du code avec le moins de bugs possible, la maintenabilité, si on détecte un bug malgré tout, il faut qu'on soit capable de le fixer rapidement, la scalabilité ou la mise à l'échelle, s'assurer que si on ajoute des fonctionnalités, on n'a pas besoin de réécrire toute l'application, et la testabilité, que chaque partie du code peut être testée et est testée de façon intelligente. Évidemment. On va s'assurer en fait que les conventions de code sont bien comprises par l'équipe, sont acceptées par l'équipe et qu'elles sont appliquées aussi. Que le projet va respecter les guidelines, même si vous en doutez, les 4 T, c'est un truc qu'on a inventé quand on a préparé le talk. Évidemment. Alors pour que tout ça fonctionne, il nous faut une bonne base technique. On va avoir besoin d'une architecture qui est robuste, et en 2025, cette architecture, c'est la clean architecture. Bon, les tendances changent, hein, évidemment. La clean architecture, c'est la mode en ce moment. D'ailleurs, il y a un talk cet après-midi sur la clean architecture. Si vous êtes intéressé, je pense que vous pouvez aller le voir. 14h20. Merci pour la précision. Peut-être que dans quelques années, ce sera moins la mode. On ne sait pas. Mais le vrai avantage de la clean architecture, et je pense des architectures à venir, c'est que ça repose sur des principes, et notamment les principes solides. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur les principes solides là, ici, tout de suite, mais à main levée dans la salle, qui aime quand le code est propre, modulaire et facile à maintenir? Moi j'aime bien ça. J'aime bien le beau Moi, code. j'aime bien le beau code aussi. Ouais. Il y a des gens qui lèvent pas la main hein, quand même. Ouais, mais c'est ok. Moi, je juge personne. Hein. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les principes solides, ça va nous aider à concevoir ça. Ça va nous aider à éviter les grosses erreurs qui vont nous obliger à faire des grosses refactos quand on se rend compte que on ne peut pas faire évoluer l'application correctement. Si vous avez déjà un peu entendu parler de la clean archi, vous avez sûrement déjà vu ce diagramme. Hein. La clean archi, c'est représenté sous forme de gros oignons avec des couches de dépendance et des couches techniques et des dépendances qui pointent seulement vers l'intérieur de l'oignon. Alors, en pratique, la clean architecture appliquée à un projet, prenons par exemple ce projet-ci. Bon, c'est un projet Android, mais bon, globalement, on retrouve la vue, le view model qui va gérer du coup les interactions et une classe qui gère un peu tout le reste. Bon, c'est un exemple, hein, bien sûr. C'est une application juste pour la présentation. Plus personne ne code comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Plus personne ne code comme ça aujourd'hui. Hein. On lui met un petit coup de clean archi et on arrive à quelque chose qui est davantage séparé. On a cassé le gros monolithe avec des classes géantes et on a fait quelque chose de plus clair. Alors avoir un code bien organisé, où chaque classe a sa propre responsabilité, ça reste, pour moi, une bonne pratique dans chaque projet. Mais à notre échelle, que ce soit sur CIS ou sur la Shopping App, ça devient vraiment un besoin vital. Sinon, on va droit dans le mur, en fait. Et
ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, avec les outils qu'on a, on va pouvoir forcer cette organisation au niveau du code. Grâce à nos build tools. Alors, je ne sais pas de où vous venez dans la salle. Si vous êtes plutôt team JavaScript, vous utilisez peut-être plutôt NPM ou Webpack. Si vous venez du monde de Java, vous utilisez peut-être plutôt Maven. Nous, côté Android, c'est Gradle. Et peu importe en fait, tous ces outils, ils ont un concept en commun qui est super puissant, c'est les modules. Les modules, c'est justement ce qui va permettre de casser les gros monolithes de code et les transformer en morceaux qui vont être plus petits et plus indépendants. Alors un module, ça peut soit représenter une couche technique, soit représenter une fonctionnalité utilisateur, par exemple. Si on revient à notre application, on a appliqué la cleanarchy, donc le code il est bien organisé, c'est joli. Mais on a quand même un souci. Il n'y a pas vraiment de frontière claire entre les classes. Rien ne peut empêcher un développeur d'appeler n'importe quelle fonction depuis n'importe où, en fait, finalement. Donc dans un premier temps, déjà, on peut définir des packages. On organise encore davantage. On va regrouper certaines classes entre elles. Mais ça reste possible qu'un développeur décide d'appeler la couche data, qui est tout en bas, directement depuis la couche UI. Ou même pire. Hein. Même pire. Et d'ailleurs, on s'excuse par avance si on tient des propos un peu choquants. Mais appeler la couche UI depuis la couche data? Oui, c'est possible. Ah, c'est d'ailleurs même super simple à faire. L'IDE va même nous aider. Si vous écrivez une dinguerie comme ça, il va même vous dire, avec un petit contrôle entrée, vous faites le bon import et terminé. Je vais m'arracher les cheveux. Donc même si le code est vachement plus joli, en fait, on n'a rien résolu du tout. Donc la vraie solution, ce serait de donner à chaque couche d'architecture son propre module séparé et dédié. En plus, c'est assez facile à faire. Dans la plupart des outils modernes, des IDE modernes, vous avez juste à ajouter une ligne dans le fichier de configuration du projet et vous avez créé un module. Maintenant, une fois qu'on a bien séparé un module, bien malin celui qui arrivera à faire des dingueries comme tout à l'heure. Bon, en vérité, c'est pas si compliqué que ça, mais l'IDE vous aidera plus, ou moins. Si vous voulez ajouter une relation entre deux modules, vous allez devoir ouvrir le fichier de configuration du module en question et ajouter manuellement une dépendance vers un autre module. C'est plus difficile du coup de faire des erreurs. Les problèmes de conception vont vous sauter directement aux yeux parce que si un module dépend d'un autre et que ce module en retour dépend du premier module, le build ne va pas passer, ça va casser et vous allez devoir repenser un petit peu votre architecture. Le problème de dépendance circulaire. C'est ça, le problème de dépendance circulaire. Merci pour la précision, Baptiste. En plus de ça, chaque dépendance à un module est listée à un seul et même endroit. Donc du coup, pour les code review, c'est vachement plus simple parce que on voit tout de suite quand quelqu'un ajoute une dépendance dans le projet à un endroit. Ça ajoute un petit peu plus de contrôle et ça permet de s'assurer qu'on est toujours en train de maintenir un beau plat de lasagne, attention tu vas tomber, et pas un énorme code spaghetti comme on a l'habitude de le voir. Dernier petit conseil sur le sujet, si vous avez besoin d'ajouter une dépendance qui vous semble un peu exotique, prenez l'habitude de laisser un petit commentaire dans le fichier de configuration ou, nous, sur Gradle, on a le mot-clé because qui permet d'ajouter une chaîne de caractères qui explique pourquoi on a eu besoin de cette dépendance. Parce que des fois, on peut ouvrir un fichier de configuration et se dire « Oh là, pourquoi on a besoin de cette dépendance-là » Avec un petit because, c'est pratique. Votre code reviewer va vous remercier. Peut-être que le futur vous va vous remercier dans quelques mois quand on aura besoin de comprendre pourquoi cette dépendance était présente à cet endroit. En tout cas, pourquoi on l'a ajouté la première fois. Il faudra quand même mettre à jour le commentaire ou le because. Comme toute documentation, il faut que ce soit mis à jour. Donc là, aujourd'hui, on a séparé notre code. On est passé d'un code vraiment un monolithe à, première étape, découpé en package. Et ensuite, découpé aussi en modules. C'est ça, Antoine ? T'as bien écouté, Baptiste. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas encore aller plus loin ? Si, parce qu'en fait, là, on fait un peu de la technique, c'est cool, mais on n'a pas résolu le problème du départ. Ouais. Quand j'ai commencé à intervenir, tu m'as demandé comment on règle ce problème de responsabilité du code. Je suis sûr que vous me voyez venir. On a séparé le code en couches. Maintenant, on va le séparer en silos. On va le séparer verticalement et on va pouvoir créer un module par fonctionnalité. L'idée, c'est simple. C'est de dire que chaque module a sa structure interne, de la même façon en fait, que chaque équipe a sa structure interne aussi. Et une fois qu'on a mis ça en place,
on voit rapidement des gros bénéfices. D'abord, le code ownership il est plus clair, on sait qui travaille sur quoi, et ensuite, le corollaire de ça, c'est qu'on peut affecter des modules entiers à des feature teams. Vous vous souvenez, on parlait d'autonomie tout à l'heure. Là, on y est. Chaque équipe gère son périmètre à son propre rythme. Elle peut planifier son backlog, elle peut planifier ses migrations techniques, elle peut mettre à jour sa documentation, avoir ses propres règles. Les feature teams ont un contrôle complet de leur périmètre fonctionnel. Bon, donc jusque maintenant, c'était facile. On avait 3 features, on avait quelques modules, la vie est belle. Mais dans le monde réel, ça se passe rarement comme ça, Baptiste. Chaque feature team va vouloir ajouter des nouvelles fonctionnalités. On imagine plus de features, on imagine on est obligé de scaler, on scale encore, on ajoute des modules, on ajoute encore des modules. On rajoute des builds du coup, on a plus de PR. Sur la Shopping App, quand on a préparé les slides il y a quelques mois, on était à 253 modules sur le projet. 253 modules. Vous ne voulez pas savoir aujourd'hui combien on a? Sur Cubinstore, je pense qu'on n'en pas autant. On a découpé aussi, mais on devait être à, je crois qu'on était à 120 modules il y a quelques mois. C'est pas un concours, Baptiste, t'inquiète. Mais dis-moi, quand même, Antoine, parce que j'ai l'impression qu'on a découpé dans tous les sens. On a utilisé Gradle pour faire ça, mais combien de temps met ta CI pour faire un build entier, Antoine? Antoine, je crois que tu es perdu. 1h30. Enfin, 45 minutes, 1h30. Juste pour build le projet, quoi. Ouais, c'est ça, 1h30. Et est-ce que tu saurais nous dire pourquoi 1h30? Eh ben, oui. En fait, la promesse de la modularisation, c'est qu'on va recompiler que les modules qui ont changé. Donc ça, c'est super. Quand vous êtes en local sur votre poste, vous travaillez sur un module toute la journée, vous recompilez, ça va super vite. Sur la CI, c'est une autre histoire. Parce qu'il y a beaucoup de PR qui arrivent régulièrement, qui déclenchent des builds. Donc même s'il y a un cache local entre les workflows, en fait, ça commence à prendre du temps. Et en analysant un petit peu le problème, on a déterminé qu'on avait un temps fixe par module et par tâche, plus un temps variable en fonction de la taille du module, évidemment. Donc en fait, plus on a de modules, même des petits modules, plus le temps explose. Comme le dit l'adage, on est mieux avec un module de 1000 classes qu'avec 1000 classes de un module. Tu as réussi cette fois à le dire. J'ai pris des cours. Donc c'est pas aussi élégant, certes, mais ça va builder plus vite que quand vous repartez de zéro. L'autre effet de bord, c'est quand un module de bas niveau est modifié, donc un module qui est utilisé par plein d'autres modules, modifier ce module-là va entraîner une recompilation de tous les autres modules au-dessus. Donc on va augmenter nos coûts de CI, on sait que ça coûte cher. On va avoir des builds qui vont être plus longs, bien sûr, et on va avoir surtout des développeurs qui vont être frustrés quand on va leur demander de pousser un hotfix en production et qui vont devoir attendre 1 heure, 1h30. Et au-delà de ça, si ça met du temps à arriver en production, c'est aussi des utilisateurs qui vont être frustrés parce qu'ils ont une expérience qui pourrait être problématique s'il y a un fixe à faire. Donc ça, c'est un problème. L'astuce, c'est de ne pas avoir trop de modules par développeur. On peut essayer de compter par développeur parce qu'en général, il y a une complexité cognitive qui est de entre 3 et 7 modules, c'est acceptable sur un projet. On peut aussi faire un parallèle au fait qu'un humain va pouvoir retenir à peu près 7 concepts différents en tête en même temps. Donc c'est c'est une jauge qui peut être le bon niveau. Donc c'est bien Antoine, ton avion il est plutôt cool. Merci. On a bien séparé, on a pu simplifier un peu le code verticalement et horizontalement. On simplifier les responsabilités, mais j'identifie quand même qu'il y a toujours ce problème de build qui est là. Au final, on a itéré, on a trouvé une solution, mais il y a un nouveau problème qui s'est rajouté. Et dans le lot, ok, on a résolu la problématique du code qui est par feature team, mais on se retrouve généralement sur un projet
aussi mature, avec une partie de code qui est aussi partagée. On va y venir, mais je pense que la partie authentification, par exemple, des utils, tout ce qui est autour du network, des appels réseau ou de la base de données, ça, c'est des choses qui peuvent être un peu partagées. Donc, je te propose, Antoine, qu'on range ton avion au hangar et qu'on passe sur notre magnifique et majestueux paquebot, avec un P comme Platform Team. Et pour ça, parce que justement, comme on est des bons conducteurs, mais je pense qu'il va nous falloir aussi un équipage, un platform crew, comme on dit, pour nous aider dans ces problèmes. Et la platform team, c'est quoi? C'est quoi? Je te pose la question, Baptiste. C'était moi qui posais la question. La platform team, imagine ça, c'est comme une feature team, mais qui ne va pas vraiment faire de feature, mais qui va aider les feature teams. Ils vont permettre de résoudre des problèmes, de centraliser les outils, les librairies partagées, les bonnes pratiques, ou les best practices in English, et aussi tout ce qui est autour des guides de développement. L'idée, ça va être... trop bien. Ça a l'air trop bien, ton truc. L'idée, ça va être d'arrêter de résoudre un problème 10 fois, mais que ce soit l'équipe de la plateforme team qui se charge de ce problème et qui essaye de faire gagner du temps aux autres équipes en standardisant des choses. Et pour ça, dans notre cas, on va commencer par toute la partie librairie, les librairies partagées, les outils qui sont partagés. Et tu vas voir, à la fin, on va réussir à gagner du temps. Je t'explique comment. Parce que là, pour l'instant, je vois pas trop. Oui, je t'explique. Le but, ça va être de prendre toutes ces librairies et de les mettre dans un nouveau module. Ça paraît contre-intuitif, mais attends un petit peu. Parce que toutes ces librairies, à notre stade de maturité sur le projet, bon, généralement, toutes les feature teams les utilisent, mais on ne fait pas beaucoup de modifications dessus. Peut-être des améliorations de temps à autre, mais généralement, ce n'est pas des choses qui bougent très souvent. Et tout ça, on va les mettre dans un nouveau repository, dans un nouveau module en lui-même, clairement identifié, créé par la plateforme team, mais évidemment, chaque feature team va pouvoir travailler dessus et aider à ce que ça soit maintenu. Mais on ne va pas s'arrêter là. De ce nouveau module, on va l'exporter dans un nouveau repository, et ce repository va avoir son propre cycle de vie, son propre versionning, sa propre CI, et en fait, on va en faire une librairie qui va être consommée par l'application en tant que telle. Librairie externe, quoi, en fait, de l'application. Exactement, on fait ça tous les jours de façon régulière en utilisant les librairies qui sont fournies par Google, par la communauté. Donc pourquoi ne pas le faire aussi avec notre librairie, avec nos outils qui sont plutôt matures. Ça va avoir l'avantage d'éviter de rebuilder cette partie-là à chaque fois qu'il y a une PR qui est lancée, ou quand tu changes de branche et qu'il y a quelque chose qui a changé en local. Tu vas réussir à gagner du temps. Sur Cubinstore, l'application des teammates en magasin, on a fait ce travail d'externalisation et on a gagné des centaines de lignes sur notre codebase, mais aussi du temps de build de façon assez importante. Ça va avoir une petite contrepartie qui est évidemment, quand on va externaliser ce code sur un autre repository avec son versionning, quand on fait un fix, il va falloir faire la modif, donc lancer une PR et faire une deuxième PR sur l'application principale pour faire le bump de version. Donc il y a un petit temps supplémentaire dans ce cas précis, mais globalement on va gagner du temps. On peut quand même s'appuyer sur des builds en local ou des snapshots dans notre CI pour essayer de gagner du temps là-dessus. Autant profiter des outils qu'on a déjà mis en place. Mais on ne va pas s'arrêter là, mon cher Antoine, et c'est là où on va vraiment gagner du temps, c'est qu'on va aussi externaliser tous les modules qu'on a créés précédemment avec nos features. En fait, la métaphore du paquebot, elle est assez importante parce que justement, on va externaliser ce qu'on a fait avec la plateforme, on va le faire aussi dans chaque feature team.
Ok, donc en fait, tu fais vraiment un repository par feature team, quoi, finalement. Par feature team. Tu pourrais le penser par feature, mais autant le grouper par feature team. Après, si c'est nécessaire, tu peux aussi le faire par feature. C'est intéressant que tu dises ça parce qu'on a eu ce débat-là justement côté shopping app, mais pour l'instant, la surcharge de process nous a un peu découragé d'aller jusque-là. On a pris le parti de n'externaliser que la librairie plateforme, mais bon, peut-être que dans quelques mois, on en reparlera pour faire un retour d'expérience sur le sujet. Ouais. Sur Cubinstore, nous, on l'a fait sur 2 feature teams de façon un peu expérimentale. Et pareil, ça a nettoyé un peu la base de code et au moins les feature teams sont autonomes et après elles contribuent dans le projet un peu comme si le projet était un hub et qu'elles rajoutaient une fonctionnalité dedans. D'accord. Dernier point sur lequel on va passer un peu rapidement parce qu'il n'y a peut-être pas tant de monde de l'écosystème Android qui vont être présents et comprendre ce problème, c'est que si l'application fait appel à des feature teams qui sont externalisés, on va pouvoir se retrouver dans un cas où le product a besoin du checkout et le checkout a besoin du product. Donc on va se retrouver dans le fameux problème de dépendance circulaire. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est s'appuyer sur des modules de contract qui sont exposés publiquement aux autres équipes et qui vont permettre de naviguer de l'un à l'autre. Avec un jeu d'injection de dépendance et d'inversion de contrôle, en fait, on va pouvoir s'appuyer sur les outils d'injection de dépendance pour dire « Ok, tu peux m'appeler de cette façon-là, c'est moi qui me charge de faire la navigation correctement. » C'est comme ça qu'on va pouvoir externaliser proprement, et c'est par là qu'on avance chez Cubinstore, pour s'assurer que chaque équipe est autonome et qu'elle a la visibilité sur les packages publics des autres équipes. Et donc, dernière petite astuce, si vous travaillez sur Gradle ou en Kotlin, vous pouvez utiliser le mot explicit API pour forcer explicitement dans le code la visibilité de vos classes ou vos packages, public, private, protected, internal. Ça va permettre d'expliciter aussi tout ce qui est public et qui va être consommé qui peut être consommé par les autres équipes. Et donc aussi, bien spécifier quand est-ce qu'une API va changer et à quel moment. Justement, favoriser cette partie de communication, c'est ultra important quand on est à plusieurs équipes. Donc le temps a filé, Antoine, entre deux, la barbe a poussé, mes cheveux, bon, j'en avais déjà plus. Et on est passé d'un joli skateboard à un paquebot assez massif. Est-ce que ça veut dire qu'on a fabriqué une super app ? Ah ben, en quelque sorte, même si, on l'a vu pendant ce talk, la définition n'est pas nette, Baptiste. Au début, en fait, on a un périmètre fonctionnel qui grossit. Donc pour répondre à ça, il va nous falloir plus de monde. Et qui dit plus de monde, on l'a dit au début, dit plus de process et plus d'organisation. Et chaque étape que l'on va mettre en place va permettre de résoudre des problèmes, mais ça va aussi en créer d'autres. Mais ce n'est pas une fatalité. En fait, on va juste répondre à des problèmes avec des outils et même essayer aussi de les anticiper. Comme on a un besoin pour ajouter des fonctionnalités, on se retrouve à devoir itérer et livrer à la fois des nouvelles fonctionnalités, mais surtout de façon qualitative et en s'assurant qu'on livre à un rythme régulier en ayant confiance en ce qu'on livre. Parce qu'à la fin, Antoine, ce qui compte, c'est pas qu'on fasse une super app, un paquebot pour dire d'avoir fait un paquebot techniquement. Ce qui compte, c'est de livrer de la qualité et de la valeur à l'utilisateur pour répondre à son besoin. Et donc, pour ça, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur les fameux 4 T, la testabilité, la maintenabilité, la scalabilité et surtout la testabilité. La qualité. La qualité, je l'ai loupé. Parce qu'au final, même si on veut livrer une grosse app, mais ce qui est important, c'est surtout de livrer une app ultra qualitative. Merci à vous. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Je suppose qu'il va peut-être y avoir des questions. Donc, si vous avez une question, voilà, j'en ai une par là.
Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question concernant le découpage en teams. Est-ce que ça risque pas de créer un problème où les teams ignorent ce qui est développé comme fonctionnalité dans les autres teams, d'autant plus qu'elles en ont chacune plusieurs? Et donc, également, il y a un peu dans la continuité de la question, il y a effectivement ce module de plateforme. Je me dis, est-ce que c'est là-dedans que vous stockez les règles métiers ou pas? Parce que si dans une fonctionnalité, j'ai besoin d'une règle métier, peut-être que j'ai besoin de la même règle métier dans une autre fonctionnalité. Je pense par exemple à une spécificité sur le calcul d'un prix ou un truc comme ça. Et donc si je me retrouve avec plusieurs fonctionnalités qui concernent le prix, qui sont développées par plusieurs teams qui n'ont pas conscience que l'autre l'a déjà fait, et que ce n'est pas stocké dans le package commun, comment on fait? J'y vais. Allez, vas-y. Pour les fonctionnalités qui sont, avoir la visibilité sur les fonctionnalités des autres équipes, en fait, ce qui est important, c'est la communication. Techniquement, on va savoir faire les choses, c'est pas un souci, mais c'est important de se synchroniser entre PM, entre équipes techniquement, et justement d'avoir la visibilité régulièrement. On peut faire un point d'une demi-heure avec toutes les feature teams qui disent nous, on va rajouter cette fonctionnalité-là, on est en train de travailler sur ça, et la prochaine, ça va être ça. Donc, ce qui est important, c'est la communication à ce niveau-là, et après, les démos aussi permettent d'avoir, ça c'est après coup, mais à la démo, tu vas voir ce qui a été développé, tu vas revenir vers l'autre team et dire « Et vous avez fait ça comme ça ?» On peut peut-être se synchroniser un peu plus, parce que la prochaine fois, parce que justement, on travaillait aussi dessus, ou ce genre de choses. En fait, pour compléter, je ne sais pas comment ça se passe sur CIS, mais sur la Shopping App, on a au niveau des sprints, on a des cérémonies où tout le monde est ensemble et où du coup il y a aussi une définition de ce qui va se passer globalement sur le sprint en plus de sur chaque périmètre. Il y a les démos effectivement qui permettent de faire ça. Et en plus, on a également toutes les semaines des points par technologie aussi. Donc en fait, on se retrouve, nous, sur Android, toutes les personnes qui font de l'Android, quel que soit leur feature team, se retrouvent ensemble pour discuter de ce qui a été mis en place. Donc on a un niveau de connaissance qui augmente au fur et à mesure avec ce type de rituel aussi. Ça, c'est pour la partie feature team. Et pour les règles métiers? Pour les règles métiers, en fait, je reprécise que ce qu'on a présenté là, c'est pas juste une mise en scène, c'est que ça s'est vraiment passé comme ça. Le cheminement se fait vraiment au fur et à mesure au niveau des applis. Et nous, typiquement, les règles métiers sur le prix sont passées dans la plateforme l'année dernière. Parce qu'on s'est rendu compte que, oui, entre différentes feature teams, il y avait des fois des règles métiers qui étaient censées être les mêmes, mais qui, en pratique, sur l'app, on se rendait compte que les implémentations n'étaient pas identiques, ou qu'il y avait des cas particuliers où c'était pas bien géré, et on a extrait ça dans la plateforme Lib également. Ouais, nous, on y réfléchit aussi sur Cubinstore. Il y a des informations comme savoir si un pays, on doit calculer les prix avec les taxes ou sans taxes, ce genre de choses. On est en train de refaire le même travail à plusieurs endroits. Et on essaie de trouver le bon level entre garder l'autonomie entre chaque feature team et placer cette règle à un endroit, mais qu'il faut que les feature teams maintiennent de façon commune. Ça, c'est pas si évident que ça. Mais normalement, c'est des règles qui ne bougent pas trop. Une autre question par là. Bonjour. Question par rapport à la modularisation et la création de multiples packages. Finalement, vous avez un problème de compatibilité à gérer. Quelle a été votre stratégie? Parce que j'imagine qu'il y a toujours des breaking change quand vous créez des nouvelles méthodes renommées, ajouter des attributs. Dans les repositories externes. Dans les repositories externes. Ouais. Et du coup, forcément, quelle stratégie vous mettez en place? Est-ce que vous mettez en place un versioning avec des numéros de version, CMVR, tout ça, qui est peut-être un peu lourd pour une seule appli? Nous, sur Cubinstore, vu qu'on a externalisé plusieurs feature team, il y a quelque chose qui a été mis en place avec un BOM qui est généré toutes les nuits sur l'application. C'est l'application qui maintient qui a les numéros de version des librairies qui sont utilisées. Et il y a un BOM qui est généré toutes les nuits et il y a une PR qui est faite automatiquement sur les repositories qui sont externes, donc ceux qui contribuent à l'application, pour vérifier que ça passe. Si ça passe pas, il faut faire les correctifs justement pour que ça passe. On s'appuie sur la CI pour faciliter ça. Et le BOM, en fait, je ne sais pas si les gens connaissent le BOM, mais grosso modo, c'est pour lister toutes les dépendances avec leur version. Qui sont compatibles. Qui sont compatibles. Et du coup,
les features qui sont externalisées récupèrent cette information-là et se basent sur cette information-là pour builder. Côté Shopping App, on n'a pas tout à fait le même fonctionnement, mais on a des sécurités aussi. L'application, en fait, elle importe la plateforme lib, mais avec un plus en fait sur la version de patch. Donc, si on a juste des hotfix à faire, on n'a pas besoin de refaire une PR, tout ça. Mais si, par contre, on fait un breaking change dans la plateforme lib, on a une step de l'intégration continue qui va du coup vérifier les API publiques qui ont été changées. Et s'il y a eu un changement, eh ben, à ce moment-là, on ne peut plus faire de version mineure, on est obligé de passer sur une version majeure. Donc forcément, on sera obligé de faire la mise à jour de l'application derrière. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on est preneur de commentaires.